Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre émission qui fait le tour de la création du jeu de société. Pour parler de tout ça, vous avez l'habitude, je suis accompagné de mon poteau Théo. Salut. Salut Zéphiriel, tu vas bien? Écoute, ça va très très bien, merci. Et toi? Ça y est, on est l'hiver, il fait gris pendant qu'on enregistre, c'est la nuit, tout est froid, mais je suis content d'enregistrer comme d'habitude. Écoute, moi aussi, c'est vrai que le temps se rafraîchit petit à petit, mais nos cœurs se réchauffent au fur et à mesure où on avance dans ces émissions. Oh. Je sais pas ce que ça vaudra, mais bref. On arrive à la fin de notre première étape d'aventure. On est à la 11e émission. On arrive sur la fin de notre création de notre proto-imaginaire et de sa vie à travers les émissions. Et on va pouvoir se demander comment on clôture un petit peu tout ça. Je te propose de rentrer directement dans le sujet. Qu'est-ce que tu en dis? À fond, c'est vrai que c'est presque émouvant d'arriver à la clôture de ce premier cycle. Ouais, mais c'est pas déjà c'est pas la fin de l'émission. Deux, il y a encore pas mal de choses à dire et on vous réserve des petites surprises, mais on en parle après. Bref, donc je disais, on a notre proto, il est fait, il est créé, il est testé. Il est chez l'éditeur a accepté, on a signé notre contrat, le jeu s'est transformé en produit, ça on l'a vu, le produit s'est vendu, tout est fait, la com est faite. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut savoir un peu comment gérer justement cette suite de la création, et comment essayer de voir rebondir s'il y a besoin de le faire éventuellement. Mais la question que j'ai envie de te poser tout de suite, c'est effectivement comment on clôture cette vie, cette partie de vie qu'on a eue avec son jeu. Comment on fait pour passer à autre chose? Ou est-ce qu'on doit vivre encore un peu avec le jeu? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit continuer à le suivre un tout petit peu sur les différents réseaux? Est-ce qu'on doit vraiment se lancer dans autre chose? Comment toi, tu vois la suite, justement, après une sortie? Alors c'est bien, tu l'introduis bien, et c'est encore plus dans cet épisode que dans les autres, c'est encore une fois un retour assez personnel, et je sais que c'est là encore plus très différent en fonction des auteurs et des autrices. Alors, donc ça va être mon retour à moi et un peu mon ressenti, mais il est un peu différent pour vous, vous inquiétez pas, quoi, il y a vraiment pas de stress. Et sur ça, moi je vois ça comme une espèce de truc un tout petit peu ambivalent, dans le sens où il faut savoir un peu laisser son jeu vivre, dans l'absolu, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour pas s'accrocher trop à être tout le temps dessus. C'est pas forcément très sain d'aller voir tous les jours s'il y a des nouveaux avis trick-track et voir ce qui s'est passé. C'est pas très sain d'envoyer un message tous les jours à ton éditeur pour savoir s'il y a des nouveautés, s'il y a des boîtes qui sont vendues, ce qui s'est passé, de guetter un peu tout ça. Au bout d'un moment, ça peut devenir un peu... en tout cas, moi, ça met... Sur mon premier jeu, il y avait un peu de ce côté obsessionnel qui était pas forcément sain dans ma relation avec le truc. Donc, premier côté un peu de cette pièce sur la suite du jeu. Laissez-le un peu vivre sa vie, laissez-le un peu tranquille, tenez-vous au courant de ce qui se passe, mais soyez pas à cran, quoi. D'accord, ça permet de se détacher? Ça permet de se détacher, ouais, tout à fait. Ouais. Sur les anecdotes liées à ça, je vais partager un truc d'auteur qui est ne le faites pas, mais faites-le parce que c'est génial, mais en même temps c'est un peu débile, que je trouve assez extraordinaire, qui est un petit tips un peu secret, mais pas vraiment, qui consiste à, une fois que votre jeu est commercialisé et qu'il est dans les boutiques en ligne, notamment, on va citer Philibert, encore une fois ce podcast n'est pas sponsorisé, mais parce que c'est un peu les plus gros, vous avez la possibilité de jouer à un petit jeu très rigolo que pas mal d'auteurs font, je crois en tout cas, j'ai plusieurs auteurs me l'ont raconté, et que je propage un peu en le racontant, en me disant que c'est absurde de le faire, mais que ça marche. Mais, je vous tease un peu, sur Philibert, c'est possible de prendre un jeu et de se dire, j'en mets le plus possible dans mon panier. Et au fur et à mesure, je vais mettre 15 boîtes, puis je vais faire, j'en veux un de plus, un de plus, un de plus, un de plus, un de plus. À un moment, le site de Philibert va me dire, c'est pas possible, monsieur, vous avez déjà 125 Flying Goblins dans votre panier, et nous, on en a plus en stock si vous en mettiez un 126e. Donc ça permet une première chose, qui est de savoir combien de jeux y a-t-il en stock chez Philibert, donc une des plus grosses boutiques en ligne, et ça peut être un petit baromètre sur la santé de ton jeu à ce moment-là. Et là où ça peut devenir un peu pervers et un peu obsessionnel, c'est si j'ai mis mes 125 Flying Goblins dans mon panier de Philibert le lundi, et que le mardi soir, je fais la même chose, et que je vois qu'il en reste 112, et grâce à un petit effort de calcul mental vraiment pas difficile, je peux savoir que Philibert a vendu 13 Flying Goblins sur cette journée et demie. Et en faisant ça, on peut avoir une idée précise, un peu la plus précise possible en tout cas de la santé de son jeu, au moins chez Philibert, quoi. Ok, j'arrive pas à croire que tu sois pas le seul à le faire. En fait, j'arrive pas à y croire et j'y crois en même temps. Je suis pas sûr que tu sois vraiment. Il y a plusieurs personnes qui font ça, c'est fou quand même. J'en connais au moins 4. Ah putain.
C'est génial. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens il faut pas le faire parce que ça peut être très vite déprimant si tu vois qu'effectivement le chiffre reste le même pendant des semaines et des semaines ou ne bouge quasi pas. Mais c'est quand même très amusant d'un côté parce que je t'imagine en train de mettre plus un sur le panier pendant plusieurs minutes. Je confesse que le seul moment où je me suis senti un peu malin de le faire, c'est on a eu la chance de voir Draftosaurus qu'on a fait avec la team Kaedama nommé à l'As d'Or l'an dernier. Et la manière dont l'As d'Or ça se passe, d'ailleurs on pourrait faire un épisode sur les prix ludiques, on verra. C'est que nous on avait été prévenus quelques jours avant l'annonce officielle. Les éditeurs, les auteurs, tous les acteurs du jeu sont prévenus un peu avant. Et ensuite, il y a une annonce officielle qui annonce les différents nommés. Ça permet de se préparer un peu, de faire éventuellement un communiqué de presse. Je crois que c'était la dernière année où ils feront ça comme ça d'ailleurs, mais pour l'instant, c'était ça le système. Et donc, on s'est amusé à se dire, ok, on regarde combien il y a de Draftosaurus chez Philibert, on regarde combien ils en vendent sur une tranche de 24 heures avant l'annonce du prix. Et j'avais pris des petites notes dans un carnet pour voir combien c'était. Et on a regardé sur les 3 fois 24 heures après l'annonce de la nomination, pour voir s'il y avait un vrai boost de vente, ce que ça allait donner, etc. Et il y avait un vrai boost de vente, ouais, clairement. Assez fort. D'accord, parce que je sentais le venir arriver, mais tu me disais là. J'ai plus les chiffres, je les ai notés quelque part dans le fin fond d'un carnet, mais mais je me souviens qu'on s'était dit, ah ok, on était content de l'avoir fait pour avoir un peu cette info, et 2, c'était quand même assez significatif. Effectivement, c'est intéressant, et je pense qu'on en reparlera dans un autre épisode sur les prix ludiques et leur réel intérêt à plusieurs niveaux, parce que je pense qu'il y a plusieurs aspects en fait sur l'intérêt d'un prix sur un jeu, et c'est assez intéressant de voir qu'effectivement il y a plusieurs personnes qui sont impactées et comment elles vivent le truc à côté de ça. Revenons un tout petit peu sur notre sujet de base. Donc, comme tu disais, toi, il y a ça à faire effectivement pour voir la santé de ton jeu et peut-être t'exorciser un petit peu le phénomène de vente et voir comment ça se passe. Mais tout ce qui va être grosso modo suivi sur les forums, BGG et autres, des questions et des remarques des joueurs, faut essayer de s'en défaire un tout petit peu. Est-ce que tu suis, parce que je l'ai noté moi, mais est-ce que tu suis les localisations là sur les derniers tweets où je te voyais t'exclamer un peu, il y avait pas mal de localisations autour de Draftosaurus et t'étais un peu surpris des différentes formes que ça prenait en termes d'image et de commercialisation. Mais est-ce qu'il faut le suivre ou est-ce que c'est complètement le rôle de l'éditeur et tu lâches l'affaire là-dessus? Parfaitement le rôle de l'éditeur. Moi j'aime bien le suivre parce que c'est assez exaltant en fait. Je sais pas pourquoi il y a un truc un peu magique quand t'apprends que ton jeu il va être dans un pays un peu lointain et que des gens que tu connais pas du tout, avec qui tu partages des fois assez peu de trucs, même culturellement parlant, vont se retrouver autour d'une table et jouer à ton jeu. Il y a un truc qui me fait vraiment très très plaisir dans cette espèce de, je suis un peu cheesy, mais grande communion ludique où à la fin on joue et tout le monde s'amuse dans le monde. Du coup, j'aime bien le savoir, mais c'est 100% le rôle de l'éditeur. Mais je sais que j'envoie des mails pour dire des fois « alors, on en est où ? Est-ce qu'il y a une version brésilienne du jeu ? Est-ce que vous avez des nouvelles de la version coréenne ?» Ces trucs dans le genre, ça me hype assez fort. Et ça veut dire que dans l'autre sens, ça marche... Enfin, il y a peu ou pas de communication éditeur vers auteur en disant « regarde, on a été contacté par tel pays, tel éditeur pour pouvoir... localiser le jeu, ou est-ce que c'est fait de façon très naturelle et il y a une vraie osmose entre éditeurs et auteurs là-dessus? Ça dépend vraiment des éditeurs. Je sais que on a notamment un éditeur avec qui ça se passe très très bien. Bon, en fait, c'est Greux Games. Je sais pas pourquoi je le dis pas, mais il n'y a pas de secret. Mais je sais que Greux Games, Céline Grenier, elle nous envoie un rapport pratiquement tous les 5 ou 6 mois, en même temps que nos relevés de vente sur Supercats, disant « Ah bah, il y a tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Tel pays c'est en cours ou tel pays c'est en train de discuter ». Et donc, on est vraiment parfaitement au courant. Et il y a d'autres éditeurs, la plupart en fait, qui font un peu leur truc dans leur coin et tu les croises et que tu leur demandes, ils te donnent la réponse, mais ils pensent pas forcément à te tenir au courant. C'est intéressant d'avoir... Je pense que ça fait partie d'un mindset général sur le monde ludique et comment gérer ses auteurs, mais je pense que c'est un autre sujet. J'ai une autre anecdote parce que c'est l'épisode spécial anecdote semi-rigolote du monde du jeu. Mais je sais que Rainer Knizia, donc ce bon vieux docteur Knizia qui a quand même sorti, je pense qu'il doit être l'auteur qui a sorti le plus de jeux de tous les temps, contractuellement demande à recevoir une boîte de chaque localisation de chacun de ses jeux. Donc si Yellow a fait, a signé Shoten Toten dans 14 pays, il a reçu 15 boîtes différentes en plus 14 boîtes différentes en plus de sa boîte française, quoi, qui doit lui demander une pièce presque... Je peux comprendre le délire autour de ça en vrai, et je pense que dans son cas je ferais la même chose, mais bon. Moi j'avais parfaitement ce fantasme au tout début
Je me souviens avoir demandé à Purple Brain, puis à Yellow sur mes 2 premiers jeux de m'envoyer chaque localisation parce que je voulais trop. Ils n'ont pas trop fait d'ailleurs, mais c'est presque tant mieux. Mais très vite, en fait, ça prend vraiment la blinde de place et tu peux rien en faire, quoi. Gentiment, Yellow m'a envoyé, je crois que j'ai une boîte de Sticky Chameleon en portugais et une boîte de Sea of Clouds en russe. Et les deux, j'étais très content de les recevoir. Elles sont sur une étagère et je peux pas les offrir parce que j'ai pas de pote russe ou portugais sous la main. Et je peux pas jouer avec parce qu'il y a du texte. Et elles sont là, quoi. Il y a un petit délire mégalo là-dessus, mais c'est marrant. Enfin, je pense qu'il y a un côté. Et je clorerai l'anecdote là-dessus, mais sur la visualisation du truc, c'est-à-dire que tu as une image qui peut être différente, une boîte de jeu complètement exotique là-dessus, et je trouve ça assez cool en vrai. Et dans ce cadre-là, moi je les demande d'ailleurs. Si la couverture est différente, je veux avoir une boîte parce qu'effectivement c'est très chouette. Passons à la suite. Comment tu gères. Le jeu est sorti, il est dispo en boutique, et comme tu l'as très bien dit sur le petit jeu Philibert Panier là, comment tu gères ça en fait? C'est ce côté, le jeu a une très grosse réussite dans le marché, sur le marché, enfin très grosse, une réussite sur le marché, et on en parle beaucoup et c'est très bien, et donc c'est agréable à vivre. Ou au contraire, le fait que le jeu est pas très bien pris, qu'il passe un peu sous silence, et que en fait personne retiendra, ou il se vend pas du tout. Alors je sais pas si tu as vécu les deux, mais comment toi tu peux conseiller en fait de dire ok, essayer de te recentrer sur le travail plus qu'autre chose. Si j'ai un peu vécu les deux, parce que j'ai quelques jeux qui ont vraiment moins bien marché. Et le premier truc sur les jeux qui marchent pas, et j'anticipe un peu ce qu'on a discuté, mais il y a une notion de remise en question qui pour moi est importante, de se dire c'est très facile d'accuser à peu près tout sauf la qualité ludique du jeu pour justifier un échec. Les boutiques elles ont pas eu envie de le vendre. Le distributeur il a pas bien fait son travail. Il y a eu un problème. Et c'est un truc dans lequel pas mal de retours sombres, je trouve. Vraiment d'avoir ce côté de je vais remettre en question tout sauf le jeu, alors que parfois il faut assumer que le jeu était peut-être pas aussi bon que ce qu'on avait espéré, de ce qu'on avait en tête. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient à rechanger, à re-réfléchir. Et j'ai l'impression que ces échecs que tu peux ressentir en tant qu'auteur, il faut vraiment s'en servir comme un espèce de, c'est encore un peu cheesy cliché, mais de leçon d'apprentissage, de se dire ok, je vois pourquoi ça n'a pas marché, je vois ce qu'on aurait pu faire mieux. Peut-être que la petite paresse qu'on a eu un moment de se dire ça va pas trop déranger les gens, en fait si, ça les dérange fortement et ça nuit au succès du jeu. Donc vraiment essayer de comprendre la logique de l'échec en fait. Au-delà de la logique de l'échec, et ça je suis complètement d'accord avec ça, il y a aussi parfois des cas qui sont vrais et qui mettent un frein à la vente, ou un frein ou à la connaissance du jeu en fait, ou à sa mise en avant sur le marché, et en laissant ça de côté, parce que la façon dont tu le dis, j'avais l'impression que c'était l'excuse la plus logique du monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un jeu qui fonctionne pas, on accuse tout de suite ça. Et alors qu'en fait, ça veut dire qu'il y a peu de personnes qui se remettent en question. Ouais, j'ai l'impression un peu. Alors qu'en même temps, il y a aussi cet adage dans le milieu que je trouve assez juste, et où on a régulièrement des exemples, aussi ponctuellement des contre-exemples, mais en fait, un excellent jeu, il trouvera toujours son chemin vers le succès. Je pense que l'exemple que j'ai en tête, c'est récent, c'est The Mind, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi j'adore, mais qui a des qualités ludiques indéniables. Et malgré le fait que c'était distribué plutôt par un petit distributeur, que c'est arrivé d'abord avec des règles dans un papier glissé sous le cello, que graphiquement c'est assez discutable pour la plupart des gens, qu'en termes de communication, il n'y a pas eu un effort de communication plus important que ça, quoi que ce soit même pour le coup, le jeu il s'est propagé à une vitesse énorme, parce que la viralité du média en lui-même fait que les joueurs vont avoir envie de partager, il va y avoir des nouvelles tables qui vont se créer, et les gens vont adhérer au jeu très très vite. D'accord, oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement. En fait, c'est plus un concept de bouche à oreille, quoi qu'il arrive, qui prendra quand un jeu est bon. Ouais, donc si ton jeu il a pas pris du tout, c'est peut-être qu'il n'était pas assez bon. C'est difficile de se remettre. Alors, la question est complètement bête parce qu'en vrai, je sais que ça l'est, mais comment tu te remets en question sur le jeu? Tu reprends tes notes de travail en disant ok, comme tu le disais, ce détail que je voulais pas revoir, finalement, c'est peut-être ça qui fait que le jeu ne fonctionne pas. Comment tu reprends le feedback de tout ce qui s'est passé? Réfléchi, c'est difficile de ouf, je crois. En tout cas, moi, les quelques moments où je l'ai vécu, c'était vraiment pas une très belle sensation. Parce qu'en fait, le jeu de société, il y a un côté où, comme dirait ce grand philosophe qui est Eminem, mais on n'a qu'une seule opportunité, en fait. Et donc, à partir du moment où le jeu il est sorti, c'est trop tard. Si les gens ils ont pas aimé, tu peux pas faire un patch correctif et d'un coup les gens ils vont adorer.
tu peux pas le re-signer chez un autre éditeur et corriger la petite faiblesse que t'avais spoté ou que t'as même spoté a posteriori, hein, parce que des fois il y a des choses que c'est pas forcément de la paresse, des fois c'est aussi des choses que t'as pas vues. C'est trop tard en fait. Si je prends un exemple concret, dans mon cas, j'ai Tapage Nocturne que j'ai sorti avec Obvious Game, qui a pas été un bid monumental, mais qui a pas fonctionné, qui a globalement pas très bien fonctionné. Aujourd'hui, je peux pas aller voir un éditeur avec le même jeu, repartir sur le principe de base et en faire un autre jeu, ça serait délicat parce que ça serait très très proche. Et donc il y a un côté un peu de, je peux analyser ce qu'on a merdouillé de manière globale, mais je peux pas corriger ces petites erreurs-là. En fait. Après, tu as un phénomène d'introspection qui est délicat, qui doit être d'autant plus dur quand tu es seul sur l'auteur. Mais est-ce qu'il faut pas essayer de se détacher? J'ai l'impression que tu dis que on n'a qu'une seule chance et du coup, on a l'impression d'avoir foiré énormément de trucs si on a foiré sur ce jeu-là, si c'est de notre faute éventuellement, parce il y a un détail qu'on n'a pas vu ou qu'on a mal fait. Mais tu as quand même une autre chance pour dire ok, c'est pas grave, celui-ci n'a pas fonctionné, j'ai d'autres idées en tête et je peux le lancer là-dessus. En fait, un auteur, c'est pas un seul jeu, il peut y avoir, tu es là, t'en es la preuve vivante, t'as plein d'idées et tu peux faire plein de jeux. Donc c'est difficile. Est-ce qu'il faut pas savoir se détacher d'un échec et au contraire d'en prendre un peu les raisins pour se faire sa vidange, quoi. Je sais pas d'où vient cette idée de cette image, je suis désolé. Je sais pas, elle était pas mal, hein. Et pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi. Et ça, c'est vraiment le truc de rebond le plus important, c'est de se dire, ok, j'ai fait un jeu, il a marché, il a pas marché, il a atteint des objectifs que je m'étais fixé, que l'éditeur s'était fixé, bref, on s'en fiche un peu, quoi, mais en tout cas, il a existé. C'est parti, si jamais j'ai la motive et si jamais j'ai l'envie, il faut en faire un deuxième. Et justement, l'échec peut être un rebond vers un deuxième plus efficace, un deuxième plus intelligemment construit. Moi, je trouve vraiment que Shinobi Wata, mon premier jeu chez Purple Brain, a marché correctement dans le sens où on a vendu ce qu'on avait produit, mais dans l'absolu, c'était pas une réussite dans le sens où aujourd'hui, il est complètement oublié, on n'a pas fait d'extension, il a une petite vie, mais j'ai appris plein de choses sur ce processus éditorial, sur comment gérer un jeu en tant que game designer, sur 1 million de choses. Et il y a un truc auquel je crois très très fort aussi, c'est que c'est quand même assez difficile de signer son premier jeu, dans l'absolu, mais de signer le deuxième, c'est vachement plus facile en fait. Parce que t'as déjà un petit réseau, et parce que t'as déjà en fait ce sentiment de te dire que si tu l'as fait une fois, normalement tu devrais être capable de le refaire. Et ça, moi, ça m'a libéré pas mal de petites chaînes, et ça a été plus facile par la suite aussi grâce à ça. Est-ce qu'il y a une image qui se crée dans le monde ludique, auprès des éditeurs sur un truc, et je suis désolé parce que j'ai l'impression que c'est une question qui va être assez négative, mais dans le sens un frein sur un auteur qui a fait un jeu qui n'a pas fonctionné ou très peu et qui est son premier jeu, ou pas du tout, on se dit ok, c'est pas grave, il vient avec un autre concept et c'est le concept qu'on regarde plus que l'auteur. Est-ce qu'on arrive à détacher l'image du produit et de la personne qui le crée? Ouais, je crois pas mal. En tout cas, moi, quand je cherchais des protos pour les éditeurs, j'avais vraiment pas de souci à me dire ok, je rencontre Bidule, j'ai joué à son, voire à ses jeux, et je les ai trouvés pas bien, ou ils m'ont pas plu, ou même c'est connu que ça n'a pas fonctionné. Mais allez, en tout cas, je vais quand même le voir en rendez-vous parce qu'on sait jamais, quoi. D'autant si les personnes sont sympathiques, en fait. Oui, en fait, ça, on revient encore une fois, et on l'a dit, je crois, à chaque épisode, on revient sur l'humain avant tout. Ouais. C'est si la personne, en fait, a quelque chose à vendre et humainement est sympathique et bienveillante, toujours, en fait, on a toujours à détacher les choses sur un concept qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas pris au moment où il a pris, ou qui sera peut-être bon dans 2 ans ou 3 ans. Clairement. Là, je vais balancer une phrase qui vient de toi, parce que tu l'avais noté sur un des documents, mais l'idée, c'était comprendre les volumes de vente en tant qu'auteur. Ça veut dire quoi exactement? C'est analyser un peu combien on a vendu de jeux et voir si c'est un succès ou pas. D'accord. Notamment sur l'implantation et les semaines suivantes, voire les mois suivants. Et en fait, ça, c'est un truc qui est assez dur, où moi, j'ai eu un peu du mal à savoir, et ça m'a un peu stressé à un moment de me dire, est-ce que mon jeu, il a marché, ou est-ce qu'il a pas marché? Est-ce qu'on est content, ou est-ce qu'on n'est pas content? Et à quel moment tu peux un peu festoyer de te dire, ok, mon jeu, c'est une réussite ou pas, en fait. Et donc ça demande d'avoir... Et c'est marrant parce que je l'évoquais, et je l'évoquais un tout petit peu avant, sur cette notion de peut-être avoir des objectifs discutés avec l'éditeur avant, pour savoir eux ce qu'ils envisagent, pour essayer de comprendre vraiment ce volume de vente. L'exemple que je prends souvent, c'est j'ai bossé pour Repos Production. Un échec chez Repos Production en termes de volume de vente, je pense que pas mal de petits ou de moyens éditeurs auraient pu considérer que ce volume de vente était une réussite. Et donc c'est important pour toi de te dire, tiens, c'est pas parce qu'ils ont vendu 1 million de Splendor que mon jeu auquel j'en ai vendu 15 000,
c'est un échec monumental en fait. Et des fois c'est dur en fait. Oui, en fait, t'as toujours l'idée de la comparaison en fait qui est toujours là. Clairement. Et puis même de savoir vraiment l'objectif et de comment ça se passe quoi, notamment sur les implantations, qui est un chiffre que généralement l'éditeur te transmet, combien ils ont vendu de jeux aux boutiques avant la sortie, donc combien elles en ont prises pour que le jour où le jeu sorte, il y en ait dans la boutique. Elles sont très 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 différentes en fonction des éditeurs. Il y a des éditeurs qui vont faire des très grosses implantations et puis un mois suivant assez calme. Il y a des distributeurs, pardon. Il y a des distributeurs qui vont faire plutôt une implantation un peu légère, mais qui vont faire une deuxième implantation la semaine d'après presque tout aussi bien. Et donc il y a vraiment une lecture à avoir sur ça si on est intéressé par les chiffres, sur lequel il faut avoir un peu d'analyse pour pas que ça te prenne la tête, quoi. À quoi est due cette différence entre les implémentations dont tu parlais, d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, de la part des distributeurs? Je sais pas trop, je pense qu'il y a une logique commerciale et la manière de fonctionner des commerciaux. Il y a aussi une logique de nombre de commandes. Typiquement, un très très gros distributeur, Asmodée pour le citer, la plupart des boutiques, je pense, font des commandes toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines chez Asmodée, parce que elles ont besoin d'avoir du Dixit, du Aventurier du Rail et du Seven Wonders en stock, et elles en profitent pour commander les nouveautés. Alors qu'un plus petit distributeur, notamment s'il n'a pas encore de jeux un peu locomotifs comme ça qui sera commandé quoi qu'il arrive, les boutiques elles vont peut-être mettre un peu plus de temps avant de passer une commande, et donc ton volume de vente va être forcément un peu dilué sur le temps. D'accord. Je pense qu'il y a un truc à faire là-dessus pour en parler plus en amont plus en avant justement sur le distributeur et comment fonctionnent en fait les liens distributeur-boutique, parce que je pense que c'est énormément complexe et on n'a pas l'idée de comment se passe le travail entre les deux, parce que c'est au-delà du travail commercial qu'il peut y avoir de la vente du distributeur vers le vendeur, la boutique. Il y a aussi toute une relation sur comment se passent les commandes, comment sont gérés justement en boutique les stocks et le reste, parce que là aussi je pense qu'il y a un sujet à creuser pour une autre fois peut-être. Émission spéciale. Comment on en a parlé un tout petit peu concernant la réussite ou l'échec du jeu en termes de vente. Par contre, comment on gère les critiques, les retours critiques, et ça peut être aussi bien positif que négatif en termes dans le mot critique, des joueurs et des différentes reviews qu'on a sur le net. Alors, je pense pas forcément au forum, parce que on sait que ça peut être très vite toxique, mais je pense par exemple aux reviews qu'on peut y avoir, différents youtubeurs, différents journaux ou sites spécialisés. Comment on gère ça? Est-ce qu'on a cette sensation parfois d'avoir été spolié sur le test en lui-même? C'est un gros bébé, je crois. Ah. Non, j'essaie de réfléchir et je l'ai pas mal vécu en ce moment parce que du coup, vous commencez, si vous nous écoutez régulièrement, je suis toujours sur la période où là on est à exactement 2 jours de la sortie de The Loop, qui est un jeu sur lequel le jeu fait un peu parler de lui en ce moment, et donc il y a pas mal de reviews, de retours, etc. Et c'est un exercice que je trouve vraiment très délicat, parce que, encore une fois, il est un peu bicéphale. D'un côté, il faut réussir à pas être trop extasié par les bonnes reviews et les bons retours, dans le sens où c'est pas parce qu'un jeu part sur des bonnes bases et que les critiques sont bonnes que ça va forcément être un succès, et ça va un peu dans le sens de, parfois on va avoir envie de justifier un échec par d'autres éléments, mais si t'as que des bons retours, t'as l'impression que ton jeu il va tout tabasser et que c'est bon, là on va être sold out la 2e semaine, tout le monde va jouer ce jeu et tout le monde va adorer. Alors que c'est pas forcément le cas, même s'il y a eu globalement des reviews positives. Et d'un autre côté, il faut supporter les reviews négatives, à la fois pour se dire ok, un tel il l'a pas aimé ou il a trouvé ça que ok, et puis c'est pas très grave en fait, c'est un avis, c'est subjectif et puis tant pis. Ça veut pas dire que mon jeu est fondamentalement mauvais, et ça veut pas dire que le jeu va être un échec non plus. Donc faut à la fois, et c'est un peu bizarre parce qu'il faut pas être trop triste quand il y a des mauvaises reviews, mais il faut aussi essayer de pas être trop content quand il y a des bonnes reviews, pour pas être trop excité par le truc en fait. Oui, en fait, ça veut pas dire que le jeu du coup va forcément fonctionner dans un sens ou pas fonctionner dans l'autre. C'est qu'un premier avis. Mais la question que j'essaye de poser, et je pense que c'est un peu délicat, c'est est-ce que quand toi tu vois une review de ton jeu ou d'un de tes jeux sur YouTube ou sur TrickTrack ou sur n'importe quel autre site spécialisé, tu as l'impression que c'est fait à fond. J'avais eu en fait un échange sur une personne, je me souviens plus du tout de l'auteur, je crois que c'était même un éditeur qui disait que en fait, il avait l'impression que les sites aujourd'hui faisaient plus leur boulot correctement et qu'ils avaient très souvent la sensation que le jeu n'avait pas été testé à fond pour pouvoir en parler avant.
la limite là-dessus, elle est quand même un peu délicate. Mais toi, est-ce que tu as cette sensation aussi de temps en temps? Sans en faire une généralité, ponctuellement, oui, clairement. Là, j'ai un exemple parfait en tête. C'était le Spiel Digital la semaine dernière. Et The Dice Tower, donc Tom Vassell et un peu toute l'équipe, a joué à The Loop en direct sur YouTube. Du coup, j'ai pu re-regarder leur partie a posteriori pour voir. Et ils font pas mal, mais quand même plusieurs petites erreurs de règles. J'ai pas envie de les blâmer parce que c'est un jeu compliqué, il y a pas mal de petites règles qu'on peut oublier. Et ça arrive de faire des petites erreurs de règles. Derrière, il y a Tom qui a fait une mini-review, où il review 5 ou 6 jeux à la suite, en disant vraiment pas grand-chose. Et sur The Loop, en gros, son retour, c'est « J'ai trouvé ça pas mal, mais pas extraordinaire. Il y a un autre joueur à la table qui a trouvé ça très bien. Je pense qu'il y a un peu trop de downtime pour que ce soit mon truc, mais ok, c'était pas mal, quoi. » Donc une review plutôt mitigée, pas mauvaise, mais pas de ouf, quoi. Et bah quand je l'ai vu, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « Ouais, mais attends, Tom, mon pote, là, t'as joué avec... 3 mauvaises règles, t'as pris un personnage avancé pour ta première partie alors qu'on te dit de pas le faire dans les règles. » Il y a plein de petits éléments où j'ai pas pu m'empêcher de me dire que son expérience de jeu avait pas été optimum pour que son retour critique soit complètement pertinent. C'est le jeu aussi, et les joueurs, quand ils vont jouer à la maison, il y en a qui auront un peu mal lu les règles, il y en a qui prendront le personnage avancé alors que ça sera leur première partie, et ils auront la même expérience que Tom. Donc après tout, pourquoi pas, quoi. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle vaut quand même, quoi. Genre, en fait, j'essaie de trouver le bon équilibre entre se dire qu'est-ce qui est bon à prendre dans tout ça. Et en fait, tu es en train de me dire, même si la review est entre guillemets mal faite, et c'est un des gros guillemets que je mets là-dessus parce qu'il y a plein de contextes quand on dit ça, en fait, il faut quand même la prendre en compte parce que malgré tout, elle peut se répéter chez la personne lambda qui est là, quoi. Ouais, moi, c'est plutôt ma position de tout écouter et de prendre tous les retours. Parce que, en fait, même les reviews un peu à l'arrache, on va dire, elles sont faites avec... les gens, ils mettent beaucoup de leurs émotions dedans. Et les joueurs, quand ils vont jouer à un jeu, ils sont pas objectifs non plus. Ils vont aussi mettre beaucoup d'émotions dans leur partie et jouer de la manière dont le jeu va un peu les dicter. Donc, au-delà de se dire c'est une bonne ou une mauvaise review dans sa qualité, pas dans son retour critique, il y a un côté de c'est presque un retour de joueur qui a joué et qui donne son avis, et ça m'intéresse toujours. Avançons un petit peu, on a vu les retours, on a vu tout ça. Comment se renouveler? Comment en fait on fait pour, une fois que tu as lâché ton jeu, tu as d'autres envies, tu dis ok, je vais en faire un deuxième, troisième, voire quatrième. Comment tu fais pour t'éloigner en fait de ce que tu viens de faire? Est-ce que ça vient magiquement, tu as une nouvelle idée qui pop et go, c'est parti? Comment tu la trouves? Si elle vient pas, comment tu fais pour essayer de t'éloigner de ce qui a déjà été fait sans forcément répéter un truc sur lequel tu as travaillé des heures et des heures, donc qui vient naturellement en fait se réinvestir dans un nouveau projet parce que tu as l'impression d'être dans une zone de confort? Est-ce que tu as une solution magique? J'imagine que non, mais est-ce que tu as une solution, toi? Est-ce que tu as une méthodologie là-dessus? Déjà, il faut voir si vous avez envie de vous renouveler. Je me rends compte que, assez naturellement, moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire, mais il y a des auteurs qui restent sur le même terrain pendant vraiment très longtemps, et qui arrivent à faire des jeux qui, en étant assez proches, proposent des expériences de jeu suffisamment différentes pour que les jeux méritent d'être édités et soient multiples sur le marché. Après, si vous avez envie de ce petit challenge que moi je trouve assez excitant en termes de créativité, je vais essayer de sortir un peu de ma zone de confort, faire un truc un peu différent, pardon. Il y a plein de petites solutions que je trouve géniales. La première, qui est un peu celle que moi j'ai adoptée, c'est de faire du co-autorat, en fait. C'est vraiment se dire, tiens, je vais bosser avec des gens divers et variés, et forcément, leur méthodologie, leurs envies de création, elles seront différentes des miennes, et donc je vais apprendre des choses un peu comme ça. Je reprends The Loop parce que c'est un excellent exemple. C'est un jeu vraiment plus compliqué que ce que j'ai eu l'habitude de créer. C'est 100% grâce à Maxime Rambourg, parce que lui, il crée des jeux un peu plus complexes, et quand on a commencé à bosser ensemble et qu'il m'a montré ses premières idées sur The Loop, ça m'a hypé. Et je me suis dit, ok, c'est le challenge de faire un truc plus compliqué parce que mon co-auteur, il est bon pour faire des trucs plus compliqués, quoi. D'accord, mais comment... là aussi, je pense que c'est un gros sujet, le co-autorat, et on y reviendra, je pense, dans une véritable émission, avec d'autres personnes pour pouvoir en discuter mieux, mais comment tu lances ça? C'est-à-dire, tu envoies un mail à un auteur en disant hey, j'ai envie de bosser avec toi, faisons un truc, ou c'est j'ai une idée, est-ce qu'on en discute pour faire un truc ensemble? Ou c'est autour d'une bière, vous avez une idée et vous le lancez? C'est souvent plutôt autour d'une bière. Il y a un truc qui est chouette, c'est que si on reprend notre petite fiction de votre proto est arrivé au bout, là vous avez un jeu sur le marché et c'est la plus belle carte de visite du monde, en fait. Et vraiment, il y a ce côté où moi j'ai rencontré plein d'auteurs parce qu'ils avaient sorti leur premier jeu et que j'y avais joué et que j'avais bien aimé. Des fois beaucoup, des fois j'avais trouvé ça chouette.
et que j'ai eu envie de leur envoyer un petit message parce qu'on s'était croisés ou parce qu'on était amis sur Facebook ou une connerie, pour leur dire: «Ah bah cool, j'ai joué à ton jeu, bravo pour un premier jeu, enfin bravo pour ton premier jeu, pas pour un premier jeu, mais bravo d'avoir sorti un jeu, c'est très chouette et j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment». Rien que dans une notion un peu de soutien entre auteurs. Et parfois ça amène des trucs, typiquement là j'ai commencé un jeu avec, Johan Goupy, qui est l'auteur avec Bruno Catala de Queens, chez Mandu Games, qui est un jeu sur les abeilles. J'ai joué à ce jeu, j'ai trouvé ça chouette. J'ai croisé Johan au Festival de Cannes pendant un apéro. On a discuté. J'ai pas capté que c'était la même personne. Plus tard, je lui ai envoyé un message Facebook lui disant: «Ah, désolé, j'avais pas capté pendant qu'on buvait des bières que t'étais un des 2 auteurs de Queens. J'ai trouvé ça trop bien, bravo». Puis après, on s'est dit: «Ah, on a qu'à faire un». Enfin, c'est lui, je pense, qui a rebondi en disant: «Ah, mais si à l'occasion, tu veux faire un truc, ça peut être cool d'essayer de faire un jeu ensemble». Et puis après, le truc était lancé, quoi. Je vais avancer un peu, si on arrive un tout petit peu vers la fin de l'émission, et j'ai encore deux petites questions qui ont été amenées à la base par toi dans le conducteur. C'est de dire, est-ce qu'on peut devenir l'auteur d'un éditeur spécifique? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Parce que j'ai l'impression que c'est parfois bloquant, mais ça peut être assez confortable pour un auteur. Et est-ce que ça vient surtout par une commande de l'éditeur, ou c'est juste parce que tu te dis, écoute, ça fonctionne bien, je le propose toujours à lui, et ça marche? Un peu des deux. Au-delà d'une commande formelle, où c'est assez rare et c'est assez spécifique, il y a une notion de... En fait, quand tu commences à être pote avec un éditeur, ou avec des éditeurs, parce que tu as déjà travaillé avec eux, ou parce que tu les connais simplement, souvent ils vont te glisser un peu, et à raison, hein, ils le font pas innocemment non plus, leurs envies et leurs recherches. Moi, j'ai passé tous les moments, les 2 ans où j'ai bossé pour Repos, à conclure tous mes rendez-vous en disant: «Ah si jamais tu as créé un super jeu par équipe, nous on cherche des jeux par équipe, on trouve qu'il n'y en a pas assez sur le marché, donc on y regardera avec grand plaisir». Et donc c'est de notoriété un peu publique, presque de running gag entre les auteurs, que il faut faire un super jeu par équipe pour le proposer à Repoprod, parce qu'ils en cherchent un depuis 10 ans. Même si c'était surtout Cédric et Thomas, les 2 anciens gérants, qui sont partis avec la revente, qui étaient obsédés par ça. Je sais pas si la nouvelle équipe le cherche aussi, mais il y a vraiment ce truc de, en étant pote avec un éditeur, et quand tu as fait un jeu avec lui, généralement ça crée souvent quand même une relation assez particulière, il te glissera plus facilement ce côté de: dans ma petite gamme, je cherche des jeux en ce moment, j'aimerais trop faire un jeu sur le thème du Népal, ou ce genre de truc, qui te permet toi derrière d'éventuellement aller vers une création, pas forcément de commande, mais éventuellement un peu dirigée vers satisfaire cet éditeur-là. Mais c'est pas plus mal, ça te donne aussi des idées, ça te permet facilement de rebondir sur une idée ou sur un thème que tu n'avais pas en tête, et qui peuvent te challenger facilement, quoi. Clairement. Et dans l'autre sens, la porte, si t'as déjà ouvert la porte, elle est normalement, si ça s'est bien passé, toujours ouverte. Et donc, je sais que, mine de rien, là, si j'envoie un mail à la plupart des éditeurs avec qui j'ai bossé en leur disant: j'ai fait un nouveau truc, j'ai pensé à toi, est-ce que tu veux bien regarder? Et je vais plutôt être en haut de la priorité des protos que en bas ou au milieu de la priorité. Parce qu'on se connaît, parce qu'on a un rapport amical, et donc, et puis parce que ça l'a déjà fait, donc ils savent que ça peut le refaire. Et donc, ça t'ouvre aussi cette porte-là, ou du moins ça ne la referme pas derrière toi, quoi. Ok, on arrive sur la fin de cette 11e émission. J'ai déjà pas mal résumé au fur et à mesure, mais je vais faire un rapide résumé de ce qu'on s'est dit. Une fois que le jeu produit est sorti sur les étals, il faut essayer de vivre encore un petit peu avec pour pas le lâcher, et essayer de profiter de ce qu'il a à nous offrir en termes de bienfaits, et en termes de retours critiques, autant positifs que négatifs, je veux dire constructifs plus que négatifs même. Essayer d'analyser tout de suite ce qui peut avoir fonctionné ou pas, ce qui peut déplaire aux gens, et pourquoi, et essayer peut-être de penser à autre chose ou du moins y prêter attention lorsqu'on fera une autre création, si on a envie d'une autre création. Je rebondis sur un truc qu'on s'est dit au début, et je sais pas si j'ai complètement zappé savoir si tu l'avais dit, mais parfois effectivement les auteurs veulent faire un seul jeu, et tu disais c'est quand même cool de le faire. Clairement, c'est ok, hein, si vous faites un seul jeu dans votre vie et que c'est votre jeu, et que, en fait, c'est des fois, je suis un peu déformé par le prisme où très vite, moi, j'ai eu envie que ça soit ma vie, mon travail, quoi, pour de vrai. Mais il y a plein de gens qui veulent garder ça un peu comme hobby. Il y a plein de gens qui veulent pas être édités. Il y a plein de gens qui veulent pas faire de compromis. Créez comme vous avez envie de créer. On est chez 6388, on est à la cool, quoi. Faites comme vous avez envie. Grosso modo, c'est un très bon résumé, même, parce qu'il faut dire, et on l'a dit, et je le redirai à chaque fois, soyez humains, soyez bienveillants avec les gens, et surtout dans ce monde-là, parce que je trouve qu'il y en a plein partout, de bienveillance et de personnes agréables. Donc justement, faites-le, et partagez autant vos idées que vos envies. C'est absolument parfait. Ok, on arrive à la fin de cette émission, je veux dire de cette première arc
de 63-88, ça, si je le dis comme ça a un sens. Ouais, c'est pas mal. Pensez pas que l'émission se termine après ce premier arc, bien au contraire, on a encore plein de choses à dire et à explorer. Vous l'avez entendu là, on a au moins 2 épisodes en tête avec des personnes pour pouvoir parler de création encore. Le prochain épisode, l'épisode 12, sera, vous l'avez entendu normalement dans les anciens épisodes, une émission un peu spéciale questions-réponses. Non pas qu'on sera en live avec vous, on aimerait bien, mais je suis pas sûr qu'on ait la technique pour le faire. Je sais pas où on en sera en termes d'environnement médical Corona d'ici là, mais vous aurez posé des questions par intermédiaire de Twitter, Discord, mail ou ce que vous voulez. Je sais pas trop par quel moyen vous voulez nous contacter, mais faites-le si vous voulez. Et l'idée, c'est d'essayer de prendre vos questions, de les trier, de faire une émission questions-réponses et de se dire quels sont les gros sujets qu'on n'a pas assez bien abordés, pas assez bien approfondis et qu'on pourra essayer d'approfondir ensemble. Après ça, on verra. On a plein d'idées en tête. On ne sait pas dans quel sens ça se fera, dans quel sens les gens pourront être disponibles ou pas pour en parler avec nous. Soyez sûrs qu'on reviendra très très vite. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Théo ? Non, c'est cool. Vraiment, envoyez-nous vos questions. On fera ce truc. Et puis, même si vous avez des suggestions de grands thèmes d'émission, au-delà de ce que tes questions-réponses, si vous voulez qu'on fasse un épisode spécial où on enregistre une session de test, un épisode spécial où on discute avec un éditeur, vraiment si vous avez des grandes idées, nous on est ouverts, on aime la co-création, donc on écoutera vos idées pour faire des choses avec vous aussi. Carrément. Ok Théo, je te remercie encore une fois de cette première aventure ensemble. C'était une belle aventure autant humaine qu'intelligente, je trouve, et c'est pas pour nous lancer des fleurs. Je te remercie de ta bienveillance, de ton entrain, et j'espère qu'on va pouvoir continuer encore très très vite ensemble. À fond, c'est moi qui te remercie aussi, et puis merci à vous tous, et puis c'est sûr qu'on va continuer très très vite ensemble, j'ai aucune crainte sur ça. Sur ce, on vous laisse là, jouez bien, éclatez-vous, prenez soin de vous, et puis dans 2 semaines pour la prochaine émission. Allez, à très bientôt, des bisous. Ciao.